C'est ça qui est bon. L'art de l'enfumage, les coups de communication avant les matchs, juste histoire de faire monter la pression. L'inverser, pourquoi pas. Chaque prise de parole, chaque déclaration est pesée, analysée et si possible utilisée pour motiver tes troupes. J'ai un pote à moi qui m'a raconté qu'une fois, avant un derby important, il était allé sur les forums de rugby fédéral et puis il avait créé un compte et il s'était fait passer pour un joueur de l'équipe adverse en insultant tous les joueurs de l'équipe, en disant que c'était des chèvres et tatati et je t'en passe des meilleurs, etc. Et du coup, tous les mecs, ils s'étaient monté le bourrichon jusqu'au moment du match. C'est un levier dont il s'était servi. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ça m'avait fait tellement rire que je me rappelle même plus de la chute de l'histoire, savoir s'ils avaient gagné ou perdu le match. Par exemple, après la finale entre le Northampton et l'UBB, il y a eu un accrochage, on l'a tous vu avec Pologne. Il semblerait que les joueurs de Northampton aient manqué de respect aux joueurs de l'UBB en disant que de toute façon, c'était un club de mercenaires et que les mecs n'étaient là que pour l'argent. Et évidemment, on dit un truc comme ça, toi tu vas t'en servir en tant que coach pour parler à tes mecs. Et toi, t'es pas là pour l'argent, t'es là pour défendre un club, une famille, des valeurs. Bon, le truc c'est que Phil Dunson, le directeur du rugby de Northampton, il a fait une déclaration, évidemment, après ce qui s'est passé. Si quelqu'un pouvait trouver cette citation avec le mot mercenaire, cela m'intéresserait vraiment, car ce n'est certainement pas quelque chose que nous avons vu passer. Je n'ai vu aucune preuve, et l'équipe média non plus, que nous ayons jamais utilisé ce langage ou même sous-entendu cela. Et c'est vrai, du coup je suis allé sur internet, j'ai essayé de chercher, et on ne trouve strictement rien. Donc, les propos ont de l'importance dans ta motivation intrinsèque et extrinsèque pour préparer des matchs. Et ça a commencé direct après les demi-finales. Avec 23 ou 24 titres de champion de France, ils ont la recette pour gagner. Ça va être un match complètement différent de ce qu'on a pu vivre en Coupe d'Europe. On sait très bien que le Brennus est attitré au Stade Toulousain. Les hostilités sont lancées samedi à 21 h. L'UBB affronte le Stade Toulousain pour un triplé peut-être historique. Dans cette preview, on va surtout parler des secteurs de jeu des deux équipes et notamment des contre-attaques, du jeu au sol, des lancements de jeu, de la capacité à être dur sur l'homme et évidemment gagner les collisions, vous allez me dire que c'est normal, et aussi un petit peu évidemment des émotions. Et les compositions, on va les aborder, mais c'est pas pour moi la priorité parce que je pense pas que les compositions vont réellement changer par rapport aux demi-finales, sauf si Louis Bielbiarré revient de blessure. Quand on parle des ballons de récupération et de la capacité à être létal sur les ballons de contre-attaque, avant on pensait systématiquement aux All Blacks qui étaient capables de subir pendant 15 minutes, ils récupéraient un ballon, ils allaient te planter un essai. Depuis peu, on pense aussi beaucoup à la France. Mais pour Toulouse, ça c'est une marque de fabrique depuis très longtemps. Pour l'UBB, ils ont développé et peaufiné cette capacité à être très fort sur les contre-attaques et moi je m'en aperçois surtout depuis cette saison avec le nombre impressionnant d'essais qui marquent qui proviennent de ballons de récupération ou après des jeux au pied. Ils ont bien évidemment un système de jeu, comme toutes les équipes, qui ressemble à celui de la France et de Toulouse, avec un bloc 10 à 4 avant, où du coup tu as beaucoup plus d'options possibles et une circulation qui est similaire, mais toutes les équipes ont plus ou moins les mêmes circulations. Et là où vraiment où ils se sont démarqués, c'est sur ces ballons de contre-attaque et cette capacité qu'ils ont à exploiter le moindre déséquilibre. C'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, quand j'ai vu la demi-finale de Champions Cup entre l'UBB et Toulouse, dites-le moi dans les commentaires si c'est pas votre impression, j'ai vraiment eu cette sensation qu'on avait eu une première mi-temps extrêmement fermée parce que les Toulousains n'ont pas donné de ballon de contre-attaque aux Bordelais. C'est-à-dire que tous les jeux au pied ne restaient pas sur le terrain volontairement. Les Toulousains envoyaient le ballon directement en touche et en touche assez loin pour pas qu'on puisse la jouer rapidement. Bon, et qui dit match important dit un petit pari sympa à faire avec Unibet. Et pour une fois, Toulouse n'est pas favori. Leur cote est à 1,99 contre 1,89 pour l'UBB. Surprise, surprise. Bon, vous le savez tous, vous commencez à me connaître. Moi, je parie pour m'éclater. Donc, soit je cherche des cotes ultra sécures et tu multiplies les cotes ultra sécures, mais il y a toujours des surprises dans le sport. Ou soit je cherche des cotes ultra élevées. Parce que si les cotes, c'est des cotes à 1,88, 1,89, une fois tu gagnes, une fois tu perds. Là, savoir qui va gagner de Toulouse ou Bordeaux, c'est du kiff-kiff. Bon, j'ai trouvé deux cotes intéressantes. Comme toutes les finales, je pense que ce sera un match engagé, un match tendu, qui va se débrider en seconde mi-temps quand la pression va commencer à monter et que les équipes vont évidemment prendre plus de risques. Et donc pour moi, c'est possible que ce soit un match serré et plus tendu en première mi-temps et donc potentiellement un match nul à la mi-temps. Alors les deux cotes qui me semblent intéressantes à étudier et à jouer, ce sont les suivants. Match nul à la mi-temps, victoire de Toulouse, cote à 25,5. Et la seconde, match nul à la mi-temps, victoire de l'UBB, cote à 24,5. Évidemment, il ne faut pas miser ta maison ou ton salaire dessus, car on parie en fait pour s'amuser, pas pour gagner de l'argent. C'est quelque chose d'ailleurs, c'est pour cette raison que c'est interdit aux mineurs. Il faut que tu paries de l'argent dont tu n'as pas besoin. Il ne faut pas que tu fasses le bolos, parie vraiment pour t'éclater. Avec mon code promo, tu as un bonus de 100 jusqu'à 100 € pour parier gratuitement en freebet. Après ton premier dépôt, ils vont être crédités en freebet sur ton compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu déposes 10 €, là tu crées un compte pour soutenir la chaîne et que tu déposes 10 €. Tu paries sur le match nul à la mi-temps et la victoire de Toulouse à la fin avec une cote à 25,5. Tu vas recevoir en même temps 10 € en freebet qui te permettent de parier sur l'inverse,
match nul à la mi-temps et victoire de l'UBB. Et donc, s'il y a un match nul à la mi-temps, sauf s'il y a un match nul à la fin, tu peux être sûr que tu vas gagner quelque chose. Alors, n'hésitez pas à partager si vous trouvez d'autres cotes qui sont intéressantes parce que moi, je fais mes petites études, etc. Mais ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Mais mettez-le moi en commentaire. Sébastien Piccheroni, le manager de Pau, il explique quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il nous explique que l'UBB, quand ils sont dans la zone entre les 40 et les 40, donc cette zone-là, ils préfèrent pousser le ballon au pied dans les 22 mètres adverses pour profiter de ballons de récupération par la suite. Alors ça, c'est quelque chose qui est normal, c'est-à-dire que il existe tout le temps des zones mortes sur le terrain. Concrètement, tu as une mêlée ici, environ dans les 40 mètres. Tu vas avoir ton lancement de jeu. Évidemment, il y a un surnombre forcément à jouer. Le jeu veut que ce soit comme ça, puisque tu es obligé d'avoir quelqu'un, par exemple, qui va rester sur le fermé, quelqu'un qui est dans le champ profond, etc. Donc, tu sais que par ici, il va y avoir des espaces. Donc, tu vas utiliser des leurres successivement pour arrêter les défenseurs. Les défenseurs, eux, ils vont essayer de contrôler pour rattraper le déséquilibre qu'il y a. Et ce joueur-là et ce joueur-là vont devoir venir basculer. Sauf que si le lancement est bien réalisé, même si la défense défend bien et arrive à contrôler, ne pas se laisser avoir par des leurs, le ballon se dépasse plus vite que les joueurs. La vitesse de transmission des joueurs est plus importante que la vitesse de déplacement du joueur, même si c'est Louis Bielbiarré. Tu vois où je veux en venir, c'est-à-dire que tu fais ton lancement de jeu, le ballon il va arriver par exemple à peu près ici. Il va toujours y avoir un espace mort ici. Derrière, ce sont des choix de lecture. Donc, si tu penses qu'elle est bonne à jouer à la main parce que tu as éliminé assez de défenseurs, évidemment, tu vas le jouer à la main. En revanche, si la défense a réussi à contrôler, accepte de perdre du terrain et que tu te retrouves dans une situation bâtarde, plutôt que de jouer un 4 contre 3, par exemple, avec une défense qui est en train de reculer, tu vas pousser au pied dans le dos de la défense. Ça, toutes les équipes le font et c'est normal. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. En fait, c'est juste du rugby. C'est des situations tactiques, des situations de lecture que tu dois apprendre dès le plus jeune âge et que tu dois perfectionner au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est assez marrant d'y penser parce que Sébastien Piccheroni, quand il le dit, en fait, ça paraît totalement logique et je n'y avais jamais pensé. C'est que tu sais que si tu pousses le ballon au pied et que ce joueur-là le récupère, il va prendre une énorme pression. Soit tu vas récupérer la balle et tu vas avoir une opportunité, soit tu vas pouvoir plaquer et contester, soit tu vas pouvoir le sortir en touche. En revanche, il y a la possibilité aussi que ce joueur-là récupère et tire avec un angle très fermé sous pression et que tu récupères une possession dans les 22 mètres ou proche de l'embut adverse. Soit. Mais il y a aussi la possibilité, il essaye de taper loin devant et que du coup, tu puisses profiter d'un ballon de récupération. Quand je le dis comme ça a l'air normal. Mais maintenant, en fait, c'est plus l'aspect stratégique auquel je pensais. C'est-à-dire que je n'imaginais pas que tu poussais la compréhension du rugby aussi loin. Et ça veut dire ça une chose, parce que tu vas te dire, ouais, t'es bête de ne pas y avoir pensé. En effet, c'est un peu bête que je n'y ai pas pensé. Mais là où ça devient intéressant, c'est que tu vas pouvoir travailler des ballons de contre-attaque. Mais ça, il le travaille déjà, les ballons de contre-attaque avec les principes de contre-attaque. Mais sur des situations de lecture en anticipant la distribution défensive adverse. Je m'explique. Quand tu sors d'une mêlée, s'il y a par exemple la prise du centre du terrain ici, en défense, la circulation, elle est entre guillemets figée. Alors, il y a des petites variations entre les équipes, mais grosso modo, tu sais que tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir ton 8 ton 6 qui part là, ton 8 qui défend intérieur, ce troisième ligne qui va partir ici. Il y a beaucoup de choses et tu vas avoir des joueurs qui vont circuler dans le sens. Ok, maintenant, c'est étudier ça, par exemple, sur les touches où tu sais que quand tu vas prendre le centre du terrain, tu as des joueurs qui vont basculer, donc tu vas essayer d'attaquer les leaders côté opposé. C'est ce que Toulouse a fait quand il marque l'essai contre Castres, par exemple. Mais là où c'est intéressant, c'est de travailler ces situations sur une distribution après un échange de jeu au pied. C'est-à-dire que tu déplaces le ballon, tu pousses au pied, tu montes en pression. Tu as des joueurs qui sont en repli, qui sont dans l'urgence, des 3/4. Mais du coup, tu vas avoir des avants qui vont être en train de circuler. Donc, quand tu vas travailler tes situations de contre-attaque, par exemple, après, j'ai pris un exemple précis volontairement, hein, et il y en a des tonnes, mais d'une mêlée sur la ligne des 50, où il y a un premier jeu au pied, pouce, et derrière un renvoi de jeu au pied, tu vas pouvoir travailler la zone que tu peux vouloir attaquer en fonction. Ça se calcule évidemment. Je n'ai pas fait les calculs, mais je pense que les mecs à très haut niveau, ils l'ont fait. Tu sais que tu vas mettre 2 secondes pour arriver là, qu'il va y avoir un coup de pied de 3 secondes, etc. Et que la vitesse de déplacement fait que tu vas avoir ta troisième ligne, par exemple, qui va être là, avec ton 8, ton 7, ton 6. Que tu vas te retrouver avec ton 5 et ton 4, on va dire ici. Que ton 2, il sera peut-être là. Mais du coup, ça te permet
de cibler des profils dans des zones à attaquer pour pouvoir déplacer le ballon et attaquer volontairement ces zones. Parce que tu te doutes bien que si tu mets Louis Bielbiarré qui se retrouve à naviguer entre deux piliers, bah c'est quand même cool. Même chose pour Damien Penaud. Et maintenant, comment est-ce que tu modélises ça? Eh ben, tu vas faire travailler à tes joueurs. Je sais pas, je te donne un exemple tout bête. Mais par exemple, tu vois, tu vas avoir des trois quarts qui vont bosser, je sais pas, sur des situations un petit peu bâtardes avec des joueurs en repli. Alors, je modélise comme ça, je n'ai pas réfléchi dessus. Ou tu sais que si ce joueur-là vient attaquer là, eh ben lui, il va pouvoir, si lui vient pister et que lui ne s'arrête pas, lui va proposer ça et lui va aller là. Tu vas avoir beaucoup de ce qu'on appelle des patterns d'attaque, donc sur des situations tactiques avec plusieurs options que tu vas pouvoir travailler. Et donc ça veut dire qu'on est bien réellement sur la création d'une philosophie de jeu où les joueurs vont avoir la liberté de créer dans des situations favorables qu'ils ont l'habitude de vivre, même si les situations ne seront jamais exactement les mêmes. Et je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pas parce que c'est ma réflexion, mais parce que c'est vraiment un sujet qui est intéressant à creuser et qui montre que le rugby, on peut peut-être encore pousser les choses et la compréhension de plus en plus loin. Côté toulousain, on sait qu'ils sont très dangereux sur les ballons de contre-attaque. Ça, c'est le cas depuis longtemps. Et donc moi, je suis réellement curieux de savoir quelle stratégie les deux équipes vont adopter. C'est-à-dire que soit on va assister à des échanges où les équipes décident volontairement de laisser la balle sur le terrain et dans ce cas, la prédominance et la capacité des joueurs à se déplacer rapidement pour couvrir des zones et la précision du jeu au pied va être extrêmement importante. Mais on va potentiellement assister à un match avec beaucoup de contre-attaques, des ouvertures puisque c'est des équipes qui sont à l'aise là-dessus. Ou est-ce qu'ils vont décider volontairement? Par exemple, les Toulousains peuvent décider de sortir les ballons en touche pour neutraliser les contre-attaques et éviter les contre-attaques de l'UBB. Et ça va nous amener du coup, s'ils choisissent cette option, ça veut dire qu'il va y avoir une réelle bataille en touche. La réelle bataille en touche, évidemment, aura une influence sur la composition d'équipe. Je pense que par exemple, si on voit Brennan en seconde ligne, on sait qu'ils vont décider de sortir on peut se douter qu'ils vont sortir le ballon en touche pour pouvoir aller contrer et pour pouvoir aller contester les ballons dans les airs. En revanche, s'il y a Meafou qui a un profil un petit peu moins mobile, on peut se dire qu'ils vont peut-être tenter un petit peu moins de contre en touche. Et ça, après, je ne suis pas spécialiste de la touche, mais sur chaque match, c'est des paris, c'est-à-dire qu'ils ont leur liste avec leurs, 50 touches et leurs différentes options. Ils vont se construire leur game plan chacun de leur côté offensif, mais de l'autre côté, ils ont tous étudié les 50 touches de l'adversaire et donc du coup, ils vont construire le game plan défensif. Comment est-ce que tu vas défendre sur les touches? Si l'une des équipes réussit à contrer l'équipe qui fait la touche, il va y avoir des cafouillages avant qu'il y ait une adaptation et que l'équipe qui attaque s'adapte à une nouvelle stratégie. Et ça, je suis vraiment curieux parce que ça va… En fait, la stratégie que les équipes vont adopter, ils ne sont pas là pour faire du beau jeu, hein, ils ne sont pas là pour essayer de marquer un maximum de points, ils sont là pour gagner à la fin. Et donc, est-ce qu'on va avoir une finale qui va plutôt être basée sur de la conquête en touche, sur du jeu ultra rugueux et sur le fait de sortir, ou une finale plus ouverte? Côté mêlée, je ne peux rien vous dire parce que à chaque fois que j'essaye de dire un truc, ça ne se passe pas comme prévu. Par exemple, quand Bentama Ifuna, il est remplaçant, je me dis, mais quand il va rentrer, en fait, il va te stabiliser la mêlée, tu vas gagner des pénalités. Walou, il rentre, il se fait pénaliser. Le jeu au sol et le gain des collisions seront évidemment des secteurs ultra importants sur un match, sur une finale, mais comme sur tous les matchs de rugby. Parce que Toulouse, si tu leur laisses des ballons rapides, ils sont capables de te matraquer avec des séquences ultra longues. L'UBB aussi, mais l'UBB, je pense que leur force est plus sur les contre-attaques. Et c'est pour ça que je m'étais demandé sur la demi-finale, et même du coup se pose la question sur la finale, sans faire un focus que sur lui, mais un petit peu quand même, c'est Meafou, car il est capable de générer de l'avancée en permanence. Et je me demandais comment l'UBB allait réussir à le cintrer, et je vous avoue que les premières collisions, elles avaient été à 2 sur lui avec la deuxième ligne bordelaise qui s'était engagée comme des gogoles. Il lui avait fait dégueuler 2 ballons, dont un qui amène le premier essai. Alors pour l'intensité sur l'homme que les mecs vont être capables de mettre, on sait, hein, c'est tous des tueurs à gages et ils sont tous capables de mettre énormément d'intensité. Mais je pense que ça va dépendre de 2 choses. Premièrement, leur état physique et surtout leur conditionnement mental. On le sait tous, à ce niveau-là, les joueurs ne s'échappent pas sur tout ce qui est contact. Sinon, ils ne seraient pas à ce niveau-là. En revanche, leur concentration et leur capacité à rester concentrés sur des objectifs qui sont clairs sans que l'envie d'aller faire mal prenne le dessus est importante. C'est-à-dire que dans ta circulation, évidemment, il faut que tu avances, il faut que tu fasses reculer l'adversaire. Ça, c'est un fait. Par contre, quand tu vas vouloir mettre trop d'engagement et tu vas perdre en capacité, évidemment, de lecture puisque tu seras moins sur de la temporisation pour aller à la collision, tu vas venir vouloir imposer la collision, tu vas vouloir traverser l'adversaire. Sauf que sur des équipes qui sont très fortes et qui jouent très proche de l'adversaire, eh bien, plus tu vas être proche, plus s'il lâche le ballon au dernier moment, tu crées un espace. C'est-à-dire que si toi, tu montes et que tu te livres,
et tu vas créer un espace. On l'a vu pendant le tournoi Destination où à un moment, tu as Moefana qui se livre ultra rapidement. On n'a pas tous la même lecture de cette situation, mais il se livre sur un joueur, il crée un espace. Côté toulousain, on sait qu'ils ont plus l'habitude de ces grands rendez-vous et de garder les nerfs, mais maintenant, je pense que l'UBB, notamment avec leur victoire en Champions Cup, ils commencent à tous avoir en fait l'habitude de ces moments. Quand tu arrives à gérer une finale de Champions Cup sur ton intensité, ta capacité à te livrer, à ne pas sortir du cadre, il va falloir sortir du cadre à des moments. Parce que si tu arrives à monter et à pesquer le porteur de balle et qu'il recule de 10 mètres, c'est ballon que tu vas gratter, que tu vas contester, tu mets l'adversaire à mal. Mais si tu te livres trop proche de l'adversaire et que tu fais le mauvais choix, tu crées une brèche. Et là, ça se retourne contre toi. Donc je pense que l'UBB, ils sont peut-être un petit peu moins sereins dans cette capacité émotionnelle à rester dans le cadre plus longtemps. Le second point, ça sera évidemment le jeu au sol. Qui va réussir à ralentir les ballons adverses? Est-ce que les soutiens offensifs seront assez réactifs par rapport aux soutiens défensifs? Parce qu'il y a quand même des gros gratteurs des deux côtés. Tu as des Willis, des Marchands côté toulousain, et puis du côté bordelais, tu as quand même des Lamotte, des Jalibert. Non, je déconne pour Jalibert. Si les deux équipes, elles décident de tenir le ballon et de ne pas le rendre au pied avec des séquences très longues, on va sûrement assister à des avants qui vont être très proches pour rester connectés et du coup ne pas se faire déconnecter par les défenseurs et pouvoir être réactif sur le jeu au sol. Côté composition, je ne pense pas qu'il y aura énormément de changements. Alors Toulouse était sur un banc en 5-3 et donc est-ce qu'ils vont reconduire ce banc en 5-3 ou est-ce qu'ils vont vouloir concasser avoir un petit peu plus de répondants devant? Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mis à part Louis Bielbiarré qui potentiellement peut revenir, je ne pense pas qu'il y aura de changement parce que tu es en phase finale, tu es là pour gagner les matchs, tu mets ta meilleure équipe possible. Alors oui, il y a des joueurs que tu vas utiliser de différentes façons, mais je ne pense pas qu'il y aura une énorme rotation. Et côté première ligne, juste, il y a un point que je trouve intéressant de voir, c'est que Benta Maifuna, il a été titulaire alors qu'il était remplaçant en finale de Champions Cup et on sait tous qu'il a des soucis à l'épaule. Est-ce que c'est parce qu'il a des soucis à l'épaule que tu le mets en te disant « Ok, il va tenir le plus longtemps possible et quand il pourra plus, je le sors » plutôt qu'il soit sur le banc et que s'il rentre et qu'il pète au bout de 5 minutes, tu te retrouves à faire rentrer le mec qui a déjà joué 60 minutes. Côté toulousain, on devrait, je pense, retrouver Baye en tant que titulaire. Et ensuite, moi, ce qui va m'interroger, c'est le choix de Meafou. On arrive à la fin de cette preview. N'hésite pas vraiment à te faire un petit pari sur Unibet, ça permet de soutenir la chaîne. Tu peux t'abonner, lâcher un petit pouce parce que je ne l'ai pas dit avant et là je le dis à la fin de vidéo, mais du coup personne ne va le faire. Et puis on se revoit pour le débrief. Topette l'ami!